Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre cet après-midi pour cette table ronde. Je suis Océane Herrero, je suis journaliste en charge de la tech et de l'intelligence artificielle pour Politico. Et j'ai le plaisir d'animer donc cette discussion où on va se pencher sur les risques de modèle collapse. J'imagine que vous êtes nombreux à utiliser l'intelligence artificielle, soit dans votre quotidien, soit au travail, pour diverses tâches, et à vous demander si les réponses qui vous sont fournies, et qui parfois, on va se le dire, ne sont pas tout à fait satisfaisantes, vont s'améliorer avec le temps et au fil du perfectionnement de la technologie. Il y a une ombre au tableau à cette perspective-là, c'est justement ce risque sur lequel on va se pencher, donc de modèle collapse, pour le définir en deux mots et pour traduire peut-être, donc on parle d'effondrement de modèles, et ça définit la manière dont les modèles d'intelligence artificielle se retrouvent à s'entraîner de manière croissante sur des contenus eux-mêmes générés par IA, avec un risque quelque part un peu d'autodigestion de leurs propres approximations et donc d'une perte de qualité des modèles. C'est évidemment un risque sur lequel se penchent les entreprises qui proposent elles-mêmes des modèles d'IA, mais aussi les entreprises qui intègrent ces modèles dans leurs process et dans leurs opérations. Donc c'est aujourd'hui un des points qu'on va pouvoir aborder. Pour mener cette discussion, donc nous avons plusieurs panélistes aujourd'hui, à commencer par Martha Garcia-Aller, vous êtes journaliste, mais également Mathieu Courtecuisse, fondateur et président de SIA Partners, Thierry Derez, qui est président de Covea, Christian Akiki, qui est vice-président de Philip Morris, et enfin Xavier Durand, directeur général de la COFAS. Mais avant toute chose, je donne la parole à l'économiste Anne Perrault, qui va nous aider à définir un petit peu ce sujet. Merci beaucoup, Océane. Donc effectivement, dans cette session, il y a beaucoup de sessions sur l'IA cette année, c'est évident quand on lit le programme. La plupart d'entre elles sont plutôt en faveur de l'introduction de l'IA dans les processus de production, conditions d'amélioration d'une productivité largement en berne dans notre pays. Ici, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus négatif, mais sur lequel peut-être il y a des solutions malgré tout, qui est donc, comme Océane l'a expliqué, le modèle collapse de l'IA, c'est-à-dire ce risque d'effondrement, ce n'est pas non plus un terme très optimiste, mais qui désigne en fait la dégradation des modèles d'intelligence artificielle lorsqu'ils sont entraînés sur des données qui elles-mêmes majoritairement sont produites par des intelligences artificielles. Alors évidemment, ce risque est d'autant plus présent que de très nombreuses données, des données de plus en plus nombreuses sont présentes sur Internet pour l'entraînement des modèles d'IA au fur et à mesure que ces modèles d'IA produisent, c'est des modèles d'IA génératifs, donc ces modèles produisent eux-mêmes des données, des énoncés, des textes, des vidéos, etc., sur lesquels les moteurs d'IA s'entraînent, comme ils s'entraînent dans les premières générations d'IA, sur des données produites par l'humain. Donc on voit bien que le risque d'une telle configuration, eh bien, c'est la disparition de la diversité, l'uniformisation, la disparition des nuances éventuellement, et même de certaines connaissances. Alors si on essaye d'opposer les données produites par l'humain et les données produites par l'IA, on peut dire que les données humaines contiennent des exceptions, des styles assez variés, des styles de pensée, des modes de raisonnement qui sont aussi variés que les esprits qui s'expriment, des idées nouvelles, mais aussi des erreurs, bien sûr, et de la créativité. Alors, si on compare ces caractéristiques très globales des données produites par l'intelligence humaine avec les données produites par l'IA, ces données sont beaucoup plus lisses, c'est-à-dire que les modèles statistiques de l'IA, en fait, ont tendance à proposer les réponses les plus probables aux questions qu'on leur pose, et dans la mesure où ils proposent ces réponses les plus probables, ils écartent complètement les queues de distribution, c'est-à-dire précisément tout ce qui fait, alors quelquefois ce qui fait les erreurs et les données aberrantes lorsque ce sont les humains qui produisent ces données, mais quelquefois aussi l'originalité d'une réponse apportée à une question, etc. Alors la conséquence de tout ça, c'est donc, comme je l'ai dit, des réponses plus stéréotypées, plus homogènes, moins créatives, une amplification des erreurs dans certains cas, un oubli des cas les plus rares, de l'autopréférence, comme on dit, c'est-à-dire le fait de tourner en boucle, tout ça étant lié à la perte d'informations statistiques associées au mode même de fonctionnement de l'IA par le fait de tourner sur les informations les plus probables. Alors,
la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation ? Il y a plusieurs acteurs sur lesquels on peut compter. Il y a d'abord les entreprises d'IA elles-mêmes, parce qu'évidemment, ces entreprises n'ont pas un intérêt collectif à ce que tout le monde perde confiance dans les réponses qu'elles apportent ou les aides qu'elles apportent au travail humain. Et donc, on peut penser que pour se prémunir de ce risque, un certain nombre de moteurs d'IA vont conserver des données humaines de haute qualité, écrites par des humains, diversifiées, réelles, non standardisées. Alors, quand je parle de ça, j'ai en tête évidemment les livres, la littérature, mais les articles scientifiques, les forums, les conversations, les codes sources produits par des humains, des images réelles, les données scientifiques, etc. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de filtrer les contenus produits par l'IA en détectant les données qui seraient produites à l'aide de données elles-mêmes synthétiques et sur lesquelles les IA finalement s'entraîneraient en boucle, et en essayant de limiter précisément ces données synthétiques dans les données d'entraînement de l'intelligence artificielle, avec de la détection automatique de textes ou de données produites par l'IA, le watermarking par exemple. Mais on sait, on y viendra certainement, que toutes ces technologies qui permettent de détecter l'IA sont en fait constamment dépassées par l'IA elle-même, et donc on peut avoir une confiance assez modérée dans ces garde-fous. Donc l'idée, c'est vraiment de tout faire pour essayer de garder de la diversité statistique dans les données avec lesquelles sont entraînées l'IA. Alors ensuite, il y a le fait d'utiliser des humains dans la boucle, c'est-à-dire des humains qui regardent, vérifient que les données d'IA sont bien, les réponses produites par les IA sont bien compatibles avec ce que l'on sait de telle ou telle chose. Par exemple, dans le service où je travaille à Bercy, on a un pôle sciences des données qui est composé d'économètres et de data scientists qui n'emploient plus de codeurs, ce sont les IA qui codent, mais il y a une personne qui est en charge de regarder tout ce que produisent tous les codes qui sont produits par l'IA et de vérifier si ces codes ne nous embarquent pas dans des choses un peu délirantes. Donc, créer des datasets identifiés humains. La détection du collapse de cet effondrement, donc, pendant l'entraînement lui-même, est une autre piste qui est examinée. Produire des modèles plus robustes au bruit synthétique produit par les données d'IA, etc. Et puis le dernier point, mais peut-être qu'on y reviendra tout à fait à la fin, ce serait de s'interroger sur un rôle possible de l'État dans ces politiques destinées à nous prémunir contre le collapse. Par exemple, si on essaye d'imaginer un espèce d'analogue à la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire un endroit dans lequel serait sanctuarisé un certain nombre de données auxquelles, bien sûr, les IA pourraient et devraient avoir accès pour entraîner leur modèle, mais qui seraient protégés de la falsification et certifiés d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est un modèle réaliste de protection ou est-ce qu'au contraire, on est déjà complètement dépassé par ça ? Je crois que nos intervenants vont essayer de répondre à ces questions. Merci beaucoup Anne. Je passe la parole à Martha Cartier-Haller. Vous avez... vous, en tant que journaliste, l'œil aussi sur justement cette production de l'information. Est-ce que vous sentez déjà, disons, une dégradation du fait de l'émergence des contenus générés par IA et quel rôle vous voyez occuper, disons, votre métier face à ces phénomènes-là ? Merci Océane. Vous aussi, vous êtes journaliste. Vous connaissez bien les défis que nous avons maintenant avec l'intelligence artificielle. I'm sorry, I'm going to continue in English. Je vais continuer en langue anglaise, je me sens plus à l'aise. La question que l'on se pose aujourd'hui dans ce panel est clé pour l'avenir, non pas seulement l'avenir de l'IA, mais l'avenir de la réalité. Comme vous avez dit, aujourd'hui, il est risque que l'on ne sache plus ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. C'est risqué pour le journalisme, bien sûr, mais c'est risqué pour la démocratie. Si on ne sait plus quelle est réelle, quelle n'est pas, on ne sait pas comment voter. Et ça, c'est le défi principal. Le défi n'est pas technologique, finalement.
ce challenge avec l'IA dans le journalisme. C'est une question d'être légitime ou pas. À qui peut-on faire confiance? Il est beaucoup plus difficile maintenant de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est fiction, ce qui est réalité, ce qui est officiel, ce qui est inofficiel, ce qui est humain. C'est un énorme défi à relever. Quelle est la parade? C'est ça la question. On ne va pas trouver la parade dans la technologie. On a besoin de la technologie, bien sûr, pour résoudre cette énigme, y compris dans le journalisme. Mais s'il n'y a pas de confiance dans le journalisme va mourir. Aujourd'hui, on a des journalistes sur le terrain, on a qui connaissent des êtres humains ou qui sont des êtres humains sur le terrain. On peut leur poser la question, oui, ils peuvent dire, oui, j'étais là, j'étais sur le terrain, j'ai vu, mais comment est-ce qu'on peut faire confiance aux êtres humains? Parce qu'on voit plein de choses à la télé, on entend beaucoup de choses à la radio, tout peut être reproduit par l'IA. C'est ça le grand défi. Donc, ce n'est pas un problème technologique. On parle de l'IA comme un problème de création des actualités. On craint que nous, les journalistes humains, vont être remplacés par les... Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est comment le citoyen va aborder les informations. C'est là où l'IA moderne opère des changements. C'est le plus grand défi, mais aussi la plus grande opportunité, puisque à l'avenir que nous vivons d'ores et déjà, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Les journalistes vont être absolument clés, vont être l'antidote à ce chaos. On aura besoin de personnes de confiance, des sociétés de confiance qui nous expliquent ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Les fake news voyagent plus vite, pour moins cher et va plus loin que les vraies actualités. Il est beaucoup plus facile de trouver un fake news qu'une vraie actualité. Ça peut être une belle opportunité pour le journalisme du futur, mais c'est un grand défi pour les sociétés de médias aujourd'hui. Mathieu Cotecuis. Ces clients, comment déjà est-ce que vous évaluez la confiance qu'ils peuvent avoir dans les modèles? Est-ce que ce risque de dégradation pour vous est quelque chose qui, dans un court moyen terme, peut poser problème justement dans l'économie? Alors, pour rebondir sur le propos qui vient d'être prononcé, en fait, nous, on travaille plutôt sur effectivement les données d'entreprise, pas tellement les données qui sont dans le débat démocratique, les données journalistiques, etc. En vérité, bon, alors d'abord, le débat scientifique sur le modèle collapse, il n'est toujours pas tranché. Il y a un certain nombre de notes de recherche qui existent là-dessus et il n'y a pas de... Enfin, c'est le débat de la pollution des données synthétiques vis-à-vis des données réelles collectées par des humains. Et à date, nous, ce qu'on voit pratiquement dans les entreprises, c'est que ce risque, en tout cas, on ne le constate pas. Et au contraire, je dirais que sur les 2 ou 3 dernières années, on a constaté une progression assez spectaculaire du fonctionnement des LLM ou des modèles d'IA de façon générale. La baisse des hallucinations est totalement spectaculaire. Et puis après, on pourrait prendre d'autres domaines. Aujourd'hui, vous prenez une des plus grandes boîtes d'IA qui existent au monde, c'est Palantir. On peut tous constater que dans son utilisation militaire, la capacité à être de plus en plus précis est réelle. Donc, comment parler de pollution des modèles dans la matière? Ça me paraît un peu un débat un peu théorique. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu. C'est qu'on utilise un risque technologique non avéré pour le transformer en opportunité réglementaire, surtout en Europe. Et donc moi, j'habite aux États-Unis et c'est le retour que je peux faire en étant basé là-bas, c'est qu'à chaque fois, il y a ce lobbying de la part des États-Unis pour éviter de rentrer dans un nouveau tunnel réglementaire. Il y a eu des discussions qui s'est terminées il y a quelques jours dans le cadre du règlement du Digital Omnibus, et finalement la Commission européenne elle-même a reconnu qu'elle allait décaler la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures réglementaires face à quelque chose qui pourrait nuire à la capacité d'innovation, parce qu'à la fin,
ce qui va se passer, c'est qu'on a un seul acteur de taille correcte en Europe sur le LLM qui est Mistral, et le patron de Mistral lui-même dénonce le fait que ces mesures réglementaires existent, comme le watermarking et un certain nombre de choses, qui vont juste l'empêcher de progresser dans une course de vitesse qui est fondamentalement engagée vis-à-vis de la Chine notamment. Et donc, on est dans cette logique-là. Et moi, je dis qu'en fait, il y a des solutions qui existent par le marché. D'abord, les principaux producteurs de LLM ont d'ailleurs chacun des stratégies assez différentes pour se positionner. Eux, la valeur qu'ils ont, c'est une valeur de confiance. Si ils n'arrivent pas à faire progresser les modèles en termes de pertinence, d'accuracy, eh bien, à la fin, ils seront eux-mêmes sanctionnés par le marché. Et certains ont anticipé un certain nombre de ces risques, notamment en passant des accords de licence, parce qu'ils anticipent tout simplement des risques juridiques et par rapport au manque de traçabilité, ils anticipent en allant voir un certain nombre de fournisseurs de données. Et là aussi, moi, je constate l'effervescence d'un nombre de startups aux États-Unis qui proposent d'acheter des données propriétaires. Et les budgets des grands LLM restent confidentiels en termes d'achat de données, mais ils sont monstrueux. Si vous avez un dataset de bonne qualité, par exemple dans le domaine médical ou autre, vous pouvez le vendre une fortune. Et d'ailleurs, vous êtes un peu dans un dilemme de théorie du prisonnier, parce que si vous ne le vendez pas en premier, il y a quelqu'un d'autre qui risque de le vendre. Si vous êtes un hôpital, par exemple, eh bien, vous savez que tout le monde utilise de plus en plus ChatGPT pour faire de la prévention ou la préconsultation ou de la seconde opinion médicale. Eh bien, aujourd'hui, ils s'appuient sur des datasets qui proviennent d'hôpitaux dans le monde et ils les achètent. Ils ne vont pas les chercher sur le marché comme ça. Donc en vérité, le marché est en train de s'adapter, et avec cette obligation d'être dans une logique de confiance à moyen terme. Mais les progrès sont relativement spectaculaires, y compris dans la collecte des données en temps réel. Thierry Dorès, je ne sais pas si vous en êtes encore à vendre vos données aux géants de l'intelligence artificielle. En tout cas, je crois que vous intégrez certains outils dans vos opérations. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, justement, dans le secteur de l'assurance, où évidemment la fiabilité est clé, quels sont ces endroits où ça s'insère, et comment vous supervisez aussi le potentiel risque de manque de fiabilité? Alors, d'abord, peut-être indiquer au public que nous recevons déjà de la part de nos sociétaires des courriers qui manifestement sont rédigés à l'aide de l'intelligence artificielle. Quand on vous déclare un dégât des eaux en faisant référence à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, au règlement intracommunautaire, en attirant l'attention sur le fait que ce règlement intracommunautaire n'a pas encore été transposé dans tel et tel et tel et tel pays. D'accord ? Bon. Vous vous dites, soit nous sommes tombés sur le sociétaire qui est agrégé à la fois de droit public, de droit privé et de droit européen, soit, et c'est plutôt ce vers quoi nous nous orientons, on se dit, il a dû demander à ChatGPT ou un équivalent. Donc, vous avez d'abord l'usage qui en est fait par nos sociétaires. Donc nous, on doit se mettre aussi, parce que le travail d'un assureur, c'est de suivre les besoins, les demandes de ces sociétaires, on doit se mettre en miroir, en quelque sorte, de ces demandes. Alors, je ne vous décris pas un monde dans lequel, un peu comme ça se faisait avant, les IA parlent aux IA. Parce que pour répondre à une IA, quoi de mieux qu'une IA? Donc, ce dialogue un peu stratosphérique sur la Cour de justice européenne peut être mené, sans beaucoup de dégâts d'ailleurs, entre deux IA. Et l'avantage, c'est que ça ne peut pas collapser, parce que ça ne tire pas en conséquence. Enfin, on finit quand même par payer ce que l'on doit. Nous avons évidemment des cas d'usage. Alors, il y en a uniquement dans le groupe, il y en a à peu près une centaine. Donc je ne veux pas me lancer dans un catalogue. Peut-être certains qui sont relativement anodins. Par exemple, chez nous, c'est l'IA qui recherche les documents d'identité que nous devons régulièrement demander aux sociétaires, notamment dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Or, on sait très bien que, épisodiquement, occasionnellement, nous sommes amenés à demander aux sociétaires
tel ou tel document. Après, on a oublié qu'on l'avait demandé. L'IA, elle, le retrouve dans les bases de données. Et ça a l'avantage pour nous de ne pas importuner, parce que c'est vrai que quand on vous demande pour la 3e fois la copie de votre passeport, il y a un peu de lassitude qui s'installe. Et encore, le mot lassitude est peut-être un peu faible. Et donc tout ça, ça aide à fluidifier la relation avec le sociétaire. Il y a des choses beaucoup plus impressionnantes. Par exemple, la capacité à partir simplement d'un écran photographique, d'un dégât matériel à une automobile, de, premièrement, choisir si on va réparer ou remplacer. Si ce choix est fait, quel est le coût de l'opération, missionner le garage qui fera la réparation, verser l'indemnité, commander le véhicule de remplacement, mettre le véhicule de remplacement à disposition du sociétaire. Et tout ça, la machine, parce que c'est une machine, le fait en un peu moins de 4 minutes. Donc vous avez des niveaux de performance qui ne sont pas atteints, évidemment, par une organisation plus humaine. Maintenant, je viens sur l'intitulé de cette table ronde. C'est sur le collapse de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça? Parce que si l'intelligence artificielle est encore aujourd'hui en situation de collapse, ça veut dire qu'elle a conservé une part d'humanité. L'adage « l'erreur est humaine » est consubstantiel de notre quotidien. Si l'intelligence artificielle est encore capable de faire des erreurs, eh bien, lisons-le comme un message optimiste. Il lui reste une part d'humanité. C'est plutôt rassurant pour nous. C'est peut-être le jour où elle n'aura plus cette part d'humanité que nous devrons nous inquiéter. Mais peut-être à ce moment-là, nous ne serons plus en situation de nous inquiéter. Merci. Christian Akiki, peut-être un mot justement sur la place de l'IA aussi dans l'industrie et vos opérations et la manière dont vous appréhendez aussi ce potentiel risque de perte de fiabilité. Eh bien, merci beaucoup. Tout d'abord, dorénavant, je vais envoyer les emails moi-même pour les assurances. Maintenant, je suis sûr comment ça marche. En parlant de AI, je ne suis pas, comment dire, un expert technique ou d'algorithme, mais je suis un grand croyant, et Philippe Maurice, on est un grand croyant au AI, au IA. Ça fait 20 ans que je travaille dans la boîte. Il y a 12 ans que j'ai eu la chance de travailler dans la transformation de la boîte. Le centre était la science, l'innovation. Et là, j'ai vraiment su l'importance du clean data. Là, de data là, qui est clean et qui vraiment marche. Je ne crois pas qu'il y ait un problème dans l'IA. Je suis plutôt positif et optimiste. Je crois que le problème, c'est dans le data. Parce que tout le monde pense big data. On doit penser clean data. Et à Philippe Maurice, on a commencé l'année passée à travailler avec l'IA dans tous les départements. Et je crois que le succès qu'on a, la première chose que, oui, il y a des risques, c'est de savoir qu'il y a des risques, mais travailler sur les risques. La première chose, c'est de faire l'évaluation des outils qu'on utilise. La deuxième chose, c'est faire la surveillance, d'être sûr que la data qu'on a, et c'est une data qui est assez clean. Et faire aussi une séparation entre les tâches qui viennent des humains et la tâche qui vient du IA. Et là, quand on fait ça, on a une gouvernance qui est très claire. Qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ce qui est important dans la gouvernance, c'est toujours mettre le data source. C'est quelque chose qui vient des humains, c'est quelque chose qui vient des IA. Et on apprend en faisant ça. Mais la chose la plus importante, et vous l'avez dit au début, c'est le facteur humain. On ne peut pas laisser IA seul. Je dirais, je donne un exemple, l'IA c'est comme une Ferrari. On a besoin d'un chauffeur qui est l'être humain. Et pour la data, on ne peut pas mettre du diesel, on doit mettre du carburateur avec Total Energy. Et c'est ça comment ça marche. Mais aussi, ce qui est important, j'ai vu la semaine passée quand j'étais à Vivatech avec l'équipe, l'IA, ce n'est pas seulement dans l'Internet. IA, aujourd'hui, est connecté à des robots. IA est aujourd'hui dans la défense. IA est connecté à des consommateurs. IA est ici sur ma main. Et ce qui me rend aussi plus confortable que la source de IA, la plupart de la source de IA, ça vient de l'environnement extérieur de l'Internet. C'est pour cela, si je vais parier, je parie sur IA. Et
Merci. Merci. Xavier Durand, justement, sur ce risque de collapse, est-ce que pour vous, on est face à un risque qui est systémique? Comment vous l'estimez, disons, de manière un petit peu plus globale? Alors, je vais parler un peu de l'entreprise que je dirige. Coface, c'est une entreprise qui est particulièrement sensible à l'IA et où l'IA peut jouer un rôle particulièrement important. Juste pour illustrer, on a 750 milliards d'euros de risque de crédit sur 5 millions de lignes qui représentent 3 millions d'entreprises dans 200 pays. Ça veut dire que chaque jour, on prend 15 000 décisions de crédit. 70% de ces décisions sont prises par des machines surveillées par un humain. 30% sont prises par des humains aidés par des machines. Et on fait l'objet d'une demande d'information toutes les 5 secondes. Donc ça veut dire qu'on brasse une quantité et une complexité d'informations qui est incroyable. Il faut être capable de lire 70 langues, il faut comprendre des bilans et des comptes d'exploitation dans 200 systèmes comptables et juridiques différents. Et c'est là où la puissance de l'IA est incroyable. Alors, j'ai quelques observations à faire. Le premier, je rejoins le point de vue que le plus important là-dedans, c'est la donnée. Et c'est historiquement, depuis un siècle, ce qu'on fait chez Coface, en essayant de trouver des données fiables. Alors, il n'y a pas deux pays qui se ressemblent. Dans certains cas, la donnée est fiable, gratuite et immédiate. Dans d'autres pays, elle n'existe tout simplement pas. Et on a toutes les variations entre les deux. Donc, ce qui est important, c'est d'obtenir des sources fiables. Parfois, nous sommes amenés à les produire nous-mêmes, ces données, puisqu'elles n'existent pas ni dans le marché, ni dans les systèmes mis à disposition par les États. Et on passe beaucoup d'énergie. On a une trentaine de personnes qui ne font que ça, que de fiabiliser des données. Le deuxième point, c'est que l'IA, c'est un outil absolument extraordinaire parce que ça permet d'une part d'acquérir plus de données. Si ces données sont sous forme papier, on n'a pas assez de main-d'œuvre pour transformer ces données en données digitales pour pouvoir les utiliser. Donc la machine sait faire ça pour nous. Et puis, c'est une capacité de traitement qui est sans équivalent. Donc ça va plus vite, c'est plus précis et ça prend en compte une plus grande variété de données pour obtenir un résultat. Le troisième point, c'est que pour moi, l'IA en soi n'est pas déterminante par rapport à la donnée. On utilise des modèles, mais je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui sont capables d'obtenir des résultats très intéressants. Et puis l'autre point, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, mettre de l'IA directement dans un process de production. J'entends par là que l'IA n'est pas un modèle déterministe. Donc si vous posez deux fois la même question à deux modèles différents, ou si vous posez deux fois la même question à deux moments différents à la même IA, vous risquez d'obtenir deux réponses différentes. Ce qui est totalement inacceptable s'agissant de bilans qui sont uniques. Donc ce qu'on peut utiliser l'IA, c'est pour bâtir des machines qui, elles, seront déterministes et vont pouvoir faire le traitement. Donc il y a un point de contrôle là, je viens de citer toute une série de points de contrôle qui font qu'à mon avis, l'effondrement du modèle, même s'il se produit sur un modèle en particulier, ne me paraît pas de nature à mettre en danger ou à contredire ce qu'on fait depuis un siècle et qui est dans un univers de données vérifiées et contenues et basées sur du réel. Je prendrai un autre exemple. On reçoit 1500 dossiers d'impayés par semaine. Ce sont des impayés réels, ça correspond à des faillites, ça correspond à des factures qui ne sont pas payées. Bien sûr qu'il peut y avoir de fausses factures, qu'il peut y avoir toutes sortes de choses, mais on entraîne aussi des modèles à contrer la fraude. Et donc je pense que ce risque me paraît relativement, en s'agissant d'une entreprise comme la nôtre, relativement limité. Par contre, le potentiel est énorme et je rappellerai que nous avons décidé que c'était tellement important qu'on allait commercialiser les données. Donc on a lancé une activité de commercialisation de données supportée par l'IA. Aujourd'hui, cette activité qu'on a lancée il y a 6 ou 7 ans emploie 1000 personnes, fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, a une croissance à 2 chiffres et représente un tiers du total des clients du groupe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un siècle d'existence. Donc c'est à la fois, bien sûr, toujours avec prudence qu'on considère l'IA, mais en même temps, c'est une révolution qui, pour nous, amène beaucoup plus de potentiel qu'elle n'amène de risques. Merci. On est dans un moment un petit peu charnière où on voit beaucoup d'entreprises qui mettent en place, en tout cas, des plans de licenciement ou de réduction d'effectifs avec le prétexte
en tout cas de l'intelligence artificielle. Dans le même temps, on a aussi des contre-exemples. Par exemple, Ford qui a décidé cette semaine de réembaucher plusieurs centaines d'ingénieurs au prétexte que les opérations qu'elle voulait confier à l'IA n'étaient en fait pas réalisables de la même manière. Est-ce que quelque part, ce qu'on perd en utilisant l'intelligence artificielle dans l'entreprise, on est sûr de le récupérer plus tard? Peut-être Mathieu Courtecuisse, si vous voulez commencer là-dessus. Effectivement, donc l'IA, ce sont des techniques, ce sont des outils, et après la question, c'est comment on les utilise et on les instrumente. Bon, en fait, en gros, par rapport à ce que vous évoquez, soit on peut les utiliser pour faire de la productivité par le bas, c'est-à-dire faire des économies de coûts, soit ça peut être utilisé pour augmenter le revenu. Là, ce qui vient d'être évoqué, par exemple, c'est une opportunité de vendre des données et de créer quelque chose supplémentaire. Et nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que, en gros, aux États-Unis, où il y a quand même une adoption beaucoup plus rapide et des investissements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. L'année dernière, moi, j'ai estimé que, en gros, sur les projets sur lesquels on travaillait, il y avait 75% qui étaient pour des réductions de coûts et 25% pour augmenter le revenu. Et cette année, on est en train de passer à l'équilibre, c'est du 50-50. Donc ce qu'on voit dans les médias, évidemment, est un peu effrayant par rapport à un certain nombre d'évolutions, notamment dans les métiers de col blanc. Mais il y a toute une série d'opportunités qui sont beaucoup plus silencieuses, mais qui sont aujourd'hui relativement équilibrées dans l'approche. Donc on est dans une révolution industrielle, je pense que tout le monde peut en témoigner. Et donc, évidemment, il y a une rotation des activités, mais j'insiste sur le fait que l'IA, c'est une machine à détruire les jobs bureaucratiques, les jobs de papier. Et je pense que personne ne peut se plaindre du fait que on tue les jobs qui sont sur des bases de tâches manuelles, répétitives, à faible valeur ajoutée. Donc c'est le sens de l'histoire, c'est toujours ce qu'on a connu. Et en soi, ce n'est pas un risque. Le vrai risque qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on transfère une masse salariale qui est en Europe vers des tokens américains. Et c'est ça où le risque qui est posé vers nous, puisqu'en fait, on a une délocalisation rampante de la valeur ajoutée vers un autre écosystème. Et c'est là où ça renvoie aux discussions qui existent en Europe sur le fait de localiser de la donnée, de localiser le processus, le compute, etc., dans nos territoires, pour pouvoir finalement bénéficier pleinement des gains de productivité quand ils existent. Et Dieu sait qu'on a besoin de gains de productivité. Et si je peux me permettre un dernier commentaire sur le sujet du modèle collapse, etc. Là, on vit plusieurs générations d'IA. On a démarré avec l'IA prédictive, ce dont on a un petit peu parlé. Il y a l'IA qui est liée au chatbot, donc quand on utilise ChatGPT et autres. Mais il y a aussi et surtout l'IA qui arrive, qui est l'IA dans le monde physique. Et là, les potentialités sont énormes, et ça commence par les voitures autonomes. Évidemment, alors vous parliez tout à l'heure de voitures sans conducteur. Aux États-Unis, on en voit plein déjà. Donc en fait, là, le problème, c'est que les voitures autonomes, elles sont entraînées à 60% sur des données synthétiques. Et d'où les phases de test qui sont hyper importantes pour quand on déploie des voitures autonomes dans les villes, on s'assure qu'il n'y ait pas de soucis. Et là, le modèle collapse, entre guillemets, c'est pas vraiment le modèle collapse, mais c'est la fiabilité du modèle qui est complètement en jeu. Et c'est le vrai enjeu des prochaines années et sur lesquels on doit aussi se positionner. Merci. Xavier Durand, je vous redonne la parole puisque vous avez, la COFAS en tout cas a fait une étude elle-même sur justement les métiers les plus impactés par l'intelligence artificielle. Si vous pouvez peut-être nous en dire deux mots. Alors, on a regardé 920 emplois et on s'est attaché à essayer de comprendre dans ce qui fait ces emplois, quelle est la part qui est susceptible d'être remplacée par l'IA. Donc en fait, on a regardé ce qui pourrait être soustrait. Et on a abouti à un chiffre qui varie selon les pays, selon le secteur, mais disons que pour la France, c'est de l'ordre de 16%. Donc 16% de ces emplois sont constitués de tâches qui pourraient être accomplies par l'IA demain. Ce qu'on n'a pas regardé, c'est ce que l'IA va créer, parce qu'on est en train de parler de data center, on est en train de parler d'innovation, on est en train de parler de services qui n'existaient pas hier, et ça peut créer de l'emploi. Je disais, chez COFAS, par exemple, il y a des choses qu'on va pouvoir faire demain qu'on était incapable de faire hier. Lorsque vous prenez 15 000 décisions de crédit, il est physiquement impossible pour nous aujourd'hui d'écrire 15 000 chapitres expliquant à nos clients le détail de pourquoi le score a bougé sur telle ou telle entreprise. L'IA permet de faire ça automatiquement. Donc c'est un service de valeur ajoutée
qui bénéficient directement le client final et qui n'existaient pas. Et puis, on a embauché 50 ingénieurs IA au sein de Coface qui constituent maintenant ce qu'on appelle un laboratoire data. Ces emplois n'existaient pas. On a embauché 1000 personnes dans le domaine de la donnée. Ces emplois n'existaient pas il y a 5 ans. Donc je crois que l'espèce humaine l'a montré maintenant depuis des milliers d'années. À chaque révolution, on a à la fois une destruction de l'emploi existant et la recréation de quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que ce sera, mais j'ai relativement confiance qu'on va inventer des emplois qui n'existaient pas hier. On le voit déjà dans le domaine de l'informatique, du coding, où autrefois, aujourd'hui, on a pour l'essentiel des gens qui codent à la main. On va avoir maintenant des machines qui sont capables de coder, mais il va falloir des gens pour expliquer à ces machines ce qu'il faut coder, des gens pour vérifier que ce qu'elles ont codé est effectivement ce qu'on attendait, et des gens pour les mettre en production et pour les surveiller ensuite. Donc c'est une réorganisation complète de la façon de travailler. Ça ne veut pas forcément dire moins d'emplois, ça veut peut-être dire aussi beaucoup plus de production avec les mêmes moyens. Thierry Drey, je rebondis sur l'exemple que vous avez donné donc, de ces demandes avec plein de jurisprudence extrêmement bien construite, mais est-ce que quelque part, quand on est face à ces interactions qui sont tant intermédiées par l'intelligence artificielle, est-ce qu'on arrive quand même à avoir de l'efficacité et de l'intérêt quelque part au recours de l'IA quand justement ça fait perdre quelque part un peu d'authenticité, de clarté parfois dans les interactions? Les deux. À mon avis, c'est comme toute invention humaine. Il y aura du positif et il y a du négatif. Le travail que nous aurons, nous, êtres humains, à faire, c'est d'accentuer le versant positif par rapport au versant négatif sur ces sujets-là. Parce que quand on regarde l'intelligence artificielle, les modifications qu'elle peut apporter à notre société, il y a peut-être un élément qu'il faut mentionner assez rapidement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un outil créé par l'homme s'attaque à l'intelligence. C'est important parce que jusque-lors, les métiers qui étaient régulièrement menacés par le progrès technique, c'était les métiers d'exécution, les métiers avec une forte composante manuelle. Révolte des ludistes en Angleterre, révolte des canuts en France, etc., etc. Donc toujours, la machine, dans l'histoire, a d'abord empiété sur le travail qui était confié à de la main-d'œuvre avec une notion extrêmement physique. La différence avec l'intelligence artificielle, c'est que cette fois-ci, l'empiètement se fait sur des disciplines intellectuelles. En gros, c'est beaucoup plus les cols blancs que les cols bleus qui doivent s'inquiéter de l'intelligence artificielle. Je pense que le débat est plus aigu en France, relativement, par rapport à d'autres pays. Je prends un exemple. Peut-être certains d'entre vous ici vont parfois dans des dîners qu'on appelle les dîners en ville, qui sont tout simplement des dîners amicaux. Avez-vous observé la réticence qu'il y a de la part des parents à avouer que leur enfant ne suit pas le cursus qui va l'amener vers une grande école, vers un diplôme prestigieux, qui est toujours un diplôme à forte coloration intellectuelle. Avouer que son petit dernier suit des cours pour devenir ébéniste ou peintre en bâtiment est considéré comme une douleur. Et pourtant, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays, je pense en particulier à l'Allemagne, où ce genre de notion est beaucoup moins répandu. Mais aujourd'hui, le péril est beaucoup plus grand pour ceux qui font des études, on va dire, en matière abstraite, mathématiques, etc., que pour ceux qui apprennent l'ébénisterie, le rabotage, la peinture en bâtiment. J'ai entendu récemment un patron d'une firme technologique disant qu'à son avis, le meilleur métier à l'abri de l'IA, c'était plombier. Donc il va encourager ses enfants à devenir plombier. Eh bien moi, je dis, ça c'est un changement pour le monde.
Parce que si nous regardons encore jusqu'à avant-hier, combien d'entre nous souhaitions, sauf étant plombier, orienter nos enfants vers la plomberie? Ce n'était pas le plus prestigieux des métiers, peut-être, à tort. Mais demain, c'est un métier qui est sans doute encore pour longtemps à l'abri de l'IA. Nous devons penser ces transformations, pas simplement en termes de solde net, également en termes culturels. Ça n'est pas la même chose de réserver aux humains le travail manuel que de réserver aux humains le travail intellectuel. Cette révolution-là, elle est devant nous. Elle répond à l'émergence de l'intelligence artificielle. Nous devons nous emparer de ce sujet, sans a priori. Et on pourrait peut-être poser la question à quelques Français, nombreux, qui sont candidats à l'élection présidentielle. Christian Akiki, c'est un horizon qui vous paraît souhaitable? Est-ce que vous partagez le diagnostic peut-être? Est-ce que c'est un horizon qui vous paraît souhaitable aussi? À mon avis, si je parle de Philip Morris aujourd'hui, c'est tout le début. On vient juste de commencer il y a quelques années à travailler avec le IA. Et je crois que c'est très rapide de dire oui, on peut couper des jobs ou non. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'équiper les collègues de l'information, du potentiel de l'IA. Et comme on a déjà discuté, c'est de faire le focus sur les tâches qui sont très, très importantes. Et pour les nouveaux recrues, en tant que profil, ils doivent être, EA-friendly. Maintenant, on doit attendre. Pour nous, on fait beaucoup d'investissements sur la technologie et l'innovation. Pour nous, ce qu'on fait avec IA aujourd'hui, c'est un investissement. On a le temps, on va prendre le temps pour comprendre et on verra comment les choses se passeront. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a certains métiers aujourd'hui, si on lit par exemple les radiologues. Maintenant, la plupart du job, c'est fait. Je ne sais pas s'il y a des radiologues avec nous dans la salle, mais c'est le job qui est plutôt fait par IA. Les analyses des données, c'est aussi le job qui sont faits par l'IA. Mais pour moi, à mon avis, on doit attendre un tout petit peu. Pardon, j'ai levé le bras quand vous avez demandé s'il y avait un radiologue dans la salle pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas vu de bras se lever. Donc je me suis dit, Damned, on n'a pas de radiologue dans la salle, c'est quand même une préoccupation. Et la deuxième raison, c'est que je suis radiologue parce que j'ai accès à ChatGPT. Et donc je suis comme vous êtes aussi radiologue, vous inquiétez pas. Très bien, merci. Vous voulez, Oui, Sorry, I'm mixing languages in my head. Oui, je mélange les langues. Alors, ChatGPT fait certaines choses mieux que nous, mais parfois ChatGPT fait les choses moins bien que nous. L'IA, ça paraît attrayant parce que l'IA crée des codes, interprète les rayons X bien plus rapidement que les êtres humains, mais avec l'IA, on a l'impression que la technique comprend les choses, mais ce n'est pas tout le temps le cas. L'IA va vous dire qu'elle vous adore, qu'elle vous aime, et peut-être que vous êtes seul et vous y croyez, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup d'êtres humains nous disent aussi qu'ils nous aiment. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau en réalité. L'IA n'a pas d'objectif, l'IA n'a pas de finalité, l'IA ne veut pas les choses, nous voulons les choses. Ce sont nous qui posons les questions et l'IA fait un très bon boulot lorsqu'il s'agit de répondre aux questions. Il y a 10 ans, les radiologues utilisaient des données et souvent on pensait que les données allaient disparaître, mais ce n'est pas le cas. Il y a davantage de radiologues parce que c'est meilleur marché d'interpréter les scanners. Et souvent, ce sont nous qui entretenons les liens humains. Vous avez mentionné plusieurs points intéressants et je pensais à ce que vous disiez. L'IA va peut-être s'effondrer. Moi, je pense que l'IA va s'effondrer avant les êtres humains. Mais comment nous allons gérer tout cela? C'est ce qui est en jeu ici. Alors, ce qui risque de s'effondrer, c'est
connaissances humaines, un professeur d'université m'a dit qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire en public, notamment au niveau des premiers ministres. Le professeur d'université m'a dit que personne ne savait ce qui était réel ou pas. Le système n'est pas prêt à nous dire ce que nous savons ou pas. Alors bien sûr, on peut plaisanter là-dessus, à moins que ce soit le radiologue qui a la possibilité d'analyser les scanners et nous dire comment sont nos os, si nos os sont en bonne santé. En fait, ce n'est pas une question de ne plus être un être humain. Ce qui est inquiétant, c'est d'avoir une IA qui nous dit quoi faire, parce que parfois le système humain s'effondre lorsque l'on pense à l'effondrement. Le risque d'effondrement avec l'IA, c'est l'effondrement de la santé mentale. On parle à des machines qui nous disent que nous avons raison, quel que soit ce que nous disons aux machines, parce que ChatGPT et d'autres systèmes IA sont des machines avec lesquelles nous interagissons. Nous passons beaucoup de temps avec ces machines. Lorsque ces machines nous disent que nous avons raison, l'IA, c'est une technologie, mais l'IA, c'est aussi un secteur financier. Parce qu'avec l'IA, on veut faire de l'argent, mais il faut faire preuve de prudence lorsque nous utilisons l'IA, parce que sinon, nous allons être confus avec l'objectif. En fait, l'IA n'a cure des êtres humains, parce que l'IA est utilisée par les êtres humains pour gagner de l'argent. La personne la plus stupide que vous connaissez va se voir dire par ChatGPT que vous avez raison. La discussion sur les usages grand public de l'IA et les risques que ça pose et l'usage en entreprise, ce qui interroge à la fois, enfin aussi en tant que citoyen, hein, quelque part. Est-ce que, pour tous les panélistes, vous voyez la régulation comme une manière, quelque part, de préserver justement le débat public, hein, typiquement de ces impacts négatifs que peut avoir l'intelligence artificielle? Mathieu Courtecuisse, je sais que vous n'êtes pas un grand fan de régulation, mais j'ai quand même envie de vous donner la parole. C'est pas que je suis un fan de régulation ou pas. Je pense que c'est difficile de réguler ce qu'on ne produit pas. Donc à partir du moment où l'Europe ne produit pas ces technologies, ou très peu, elle n'est pas en position de pouvoir le faire. Ensuite, on est dans une théorie des jeux, là aussi, dans laquelle on est sur une course à la vitesse. Et là, ce n'est pas un jeu théorique pour le coup. Ce qui est en train de se passer, c'est que les risques de cybersécurité augmentent de façon extrêmement sensible, et qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée en tant que praticien de l'IA et des entreprises, c'est de protéger les entreprises le plus vite possible par rapport à ces nouveaux risques et d'utiliser les meilleures technologies qui soient. Et probablement, elles ne seront pas impulsées par les régulateurs, elles seront impulsées par un besoin de marché. Donc aujourd'hui, on est dans cette course. La régulation, en théorie, peut amener quelque chose de positif, mais dans ce contexte particulier dans lequel on est, et on voit aussi, ce n'est pas que un sujet européen, c'est aussi un sujet américain. On voit bien ce qui s'est passé avec l'administration américaine ces dernières semaines avec les modèles frontières. On voit bien que pour des motifs de sûreté nationale, ce n'est pas une forme de régulation extrêmement complexe à la mode Union européenne, mais c'est une forme d'interventionnisme pour piloter ce genre de risque. Et on n'est pas sur des discussions qui prennent 12, 18, 24 mois à l'échelle du développement de ces technologies. Donc on est dans un moment pivot en réalité, dans lequel je pense que la régulation souvent arrive trop tard et elle arrive souvent mal phagocytée. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, en tout cas si on revient sur le sujet initial, le modèle collapse, je pense que le marché est parfaitement doté pour y répondre. Et en ce qui concerne les autres sujets, on voit bien aussi que la régulation, RGPD par exemple, qui protège la vie privée, a énormément
freiner, et on le voit aujourd'hui de façon extrêmement claire, l'innovation en Europe par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Donc on ne peut pas réguler tout seul et réguler quelque chose qu'on ne produit pas. Thierry Dresse, allez-y. Sur ce que vous évoquez, donc la régulation et les données, la régulation et la situation européenne. Je souscris à ce que vous exposez, sachant qu'effectivement, la tentation européenne, c'est de réguler quelque chose qu'elle n'a pas, ce qui est quand même un peu plus difficile, avec des moyens qu'elle n'a pas non plus vraiment. Bon. Maintenant, sur un règlement comme RGPD, qui effectivement ne favorise pas le développement de ce type d'entreprise en Europe, y compris en France, c'est que ce règlement, il est fait pour des gens sains et en bonne santé. Je suis personnellement extrêmement dubitatif. Si nous sommes en présence de personnes qui sont atteintes de pathologies, est-ce que l'écran que met en place RGPD va tenir ou pas par rapport à la pression des citoyens? Le citoyen qui est malade, s'il sait qu'en partageant ces données, en acceptant que ce soit fait, il aura évidemment, pour des raisons vitales, pour des raisons de survie, pour des raisons de bonheur, pour des raisons de vie tout court, tendance à faire qu'on écartera ce règlement RGPD. Donc moi, il me semble que ce règlement, il a été fait par des gens en bonne santé, pour des gens en bonne santé, qui seront toujours en bonne santé, parce que la bonne santé, c'est quelque chose qui est acquis pour toujours. Ça me paraît radicalement faux, et ça méconnaît complètement les situations de détresse des gens qui sont malades. Et donc, ce règlement me paraît quand même empreint de tellement d'optimisme qu'il est un peu benoît. Anne Perrault, je vous laisse peut-être un mot pour la conclusion. Merci beaucoup. Alors, ce que je comprends de cette discussion, c'est que le modèle collapse au sens où on l'a défini en commençant. Finalement, vous n'y croyez pas, ni les uns ni les autres, et c'est une bonne nouvelle. En réfléchissant aux raisons pour lesquelles vous ne croyez pas à ce qui pourtant pourrait être assez naturel, je me dis qu'une des raisons pour ça, c'est probablement parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où il n'y a pas une intelligence artificielle, mais des intelligences artificielles. En d'autres termes, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, vous avez dit le modèle collapse, le marché en fait son affaire. Mais parce qu'il y a un marché et parce qu'il y a des intelligences artificielles en concurrence. Et ça me paraît être une dimension absolument fondamentale et c'est une dimension avec laquelle la régulation doit résonner. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé au développement d'Internet, finalement, ça a été un peu comme ça. On s'est dit, il ne faut pas intervenir trop parce qu'il y a tellement de potentiel d'innovation dans les moteurs de recherche, tout ce qui repose sur le matching qui a fait la fortune de Google. Évidemment, il ne faut pas trop restreindre. Le RGPD est une restriction, mais il ne faut pas trop restreindre cette capacité d'innovation parce que finalement, on va beaucoup en profiter. Un des résultats de cette situation, c'est qu'on a assisté à l'émergence d'un acteur dominant qui est devenu un monopole quasi mondial, en tout cas occidental, qui est Google, avec quelques autres petits monopoles locaux sur les réseaux sociaux, Facebook pendant un temps, avant qu'il soit finalement battu en brèche par d'autres. Mais ce qui s'est passé finalement, c'est que à force de ne pas réguler, et encore une fois, on avait des très bonnes raisons de ne pas vouloir trop brider l'innovation dans ce domaine, on s'est retrouvé avec un monopole qui, par exemple, a totalement détruit le modèle des médias. Et aujourd'hui, on s'en mord beaucoup les doigts parce que les médias sont en perte de vitesse, n'ont plus de recettes ni de lecteurs, ni de recettes publicitaires. Et c'est donc un réel problème parce que tout l'argent, par exemple, des annonceurs est dans la poche de Google et de Facebook et pas dans la poche des médias. Donc, malgré tout, il y a quand même des effets de long terme qui sont contre lesquels il faut
réfléchir. Et le problème de la régulation, quand on s'intéresse au monde de l'Internet et maintenant au monde de l'IA, c'est qu'il y a toujours un risque d'intervenir trop tôt ou trop tard. Si on intervient trop tôt, on bride l'innovation. Or, aujourd'hui, on n'a pas envie de brider Mistral, ça c'est clair. On aimerait bien même qu'il y ait plusieurs candidats Mistral en Europe. Donc, celui qu'on a, on a plutôt intérêt et envie de le favoriser. Et si on intervient trop tard, eh bien, on se retrouve potentiellement avec un monopole de l'intelligence artificielle. Et ça, du coup, je pense que les risques de toute nature associés à l'IA en sortiraient vraiment renforcés. Donc, c'est cette espèce de crête étroite autour de laquelle les régulateurs doivent se positionner et sur lesquels ils doivent réfléchir. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Merci à nos panélistes et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi.